Une des premières choses dont on entend parler lorsque l'on commence à investir, c'est le principe de diversification. Diversifier, c'est ne pas s'exposer aux mêmes secteurs économiques, voire ne pas s'exposer aux mêmes actifs financiers. Pour ma part, je n'ai pas d'or, pas de crypto-monnaie, pas d'ETF, je n'ai que des actions. En termes de diversification, on va dire que je pars assez mal. Et pour enfoncer encore plus le clou, je ne possède à l'heure où j'enregistre cette vidéo que 6 actions en portefeuille. Là encore, en ce qui concerne la diversification, on repassera. J'axe donc plus ma stratégie sur la concentration que sur la diversification. La concentration, c'est la répartition de ses investissements dans moins d'actifs financiers ou moins de valeurs afin de se focaliser plus sur la qualité que sur la quantité dans le but d'améliorer sa performance. D'ailleurs, Warren Buffett lui-même n'est pas tendre avec la stratégie de diversification. N'a-t-il pas dit lui-même que la diversification était une protection contre l'ignorance? Quand on regarde ne serait-ce que sa première position, Apple, elle constitue à elle seule la moitié de son portefeuille. Et qui dit portefeuille concentré dit faire l'impasse sur certains secteurs dans le but d'optimiser sa performance. Pour rappel, lorsque l'on parle de secteur économique, on parle des 11 secteurs suivants. Les matériaux de base, qui correspondent au secteur des matières premières comme les métaux précieux, les matériaux industriels. On peut par exemple retrouver dans ce secteur l'entreprise française Air Liquide, très prisée des investisseurs, qui vend du gaz industriel pour les entreprises. La consommation discrétionnaire, qui correspond aux biens et aux services considérés comme non essentiels, comme le luxe, le tourisme, l'automobile, le textile, etc. On va retrouver la finance, avec les banques, les assurances, les agences de notation ou encore les réseaux de paiement. L'immobilier, REITs en anglais pour Real Estate Investment Trust. La consommation courante, comme la grande distribution ou l'agroalimentaire. La santé, avec les entreprises pharmaceutiques et les biotech. Les services aux collectivités, utilities en anglais, qui correspond aux entreprises de secteur public, fournissant des services de base comme l'électricité, l'eau, le gaz. Les télécommunications, dans lesquelles on met également les médias et les divertissements. L'énergie, avec les explorateurs, les producteurs et les distributeurs de pétrole et de gaz. L'industrie, secteur très vaste qui comprend le sous-secteur aérien, l'industrie de l'armement, les biens d'équipement, les machines de construction, etc. Et enfin, la technologie, plus communément appelée la tech, qui comprend toutes les sociétés de services de l'Internet et des nouvelles technologies, Apple, Microsoft, Nvidia, voilà, vous avez compris, je pense. Je reviens à ce que je disais plus tôt sur le distinguo entre diversification et concentration. Lorsque l'on axe sa stratégie sur la concentration plutôt que la diversification, c'est pour avoir moins d'actifs, en l'occurrence moins d'actions. Et qui dit moins d'actions dit forcément moins de diversification. En effet, il est très rare que l'on ait en portefeuille 10 actions et que ces 10 actions soient dans 10 secteurs différents. Si c'était le cas, cela voudrait dire que l'on opte pour une double stratégie de diversification en plus de la concentration. Pour ma part, je préfère me restreindre à quelques secteurs et éviter les 7 secteurs ou sous-secteurs suivants. Premier secteur dans lequel je ne veux plus investir, celui de l'énergie. La première raison pour laquelle je n'investis plus dans le secteur énergétique est qu'il est selon moi trop cyclique et bien trop dépendant des aléas de la macroéconomie et de la géopolitique. Si on prend le secteur pétrolier, il est la plupart du temps corrélé au cours du baril de pétrole. Ici, on peut voir la corrélation entre les revenus de la plus grosse entreprise de pétrole au monde, ExxonMobil, et le cours du baril de pétrole entre 1990 et 2020. Et ce cours du baril de pétrole est lui souvent dépendant de la géopolitique mondiale. Qui dit dépendance à tout ça dit moins de visibilité sur le cours de l'action. L'énergie est plus un secteur sur lequel on spécule et l'on fait du trading plutôt que de l'investissement long terme. Personnellement, je préfère avoir en portefeuille des business qui peuvent résister aux phases de récession et aux signes noirs géopolitiques. La deuxième raison est tout simplement que ce secteur sous-performe le marché. Si l'on compare le SP500 et les 5 plus grandes entreprises pétrolières du monde, on peut voir qu'elles se font larguer par l'indice sur les 10 dernières années. À titre de comparaison, vous voyez comment 3 des entreprises que j'ai en portefeuille ont un rendement bien meilleur sur cette même période de temps. La troisième raison est un peu liée à la précédente. Comme chacun le sait, c'est un secteur qui est en pleine transition. Les experts estiment que le pic de production mondiale de pétrole conventionnel est survenu entre 2005 et 2010. Cela veut dire que l'offre va de plus en plus se raréfier. Alors certains disent qu'on va continuer à trouver du pétrole, notamment au niveau des pôles, mais moins j'investis sur la base d'hypothèses, mieux je me porte. Le seul point positif que je trouve à avoir du pétrole en portefeuille est justement lors des crises géopolitiques.
On l'a vu, hein, le cours a grimpé lors de l'invasion de l'Ukraine et il pouvait être intéressant d'avoir des entreprises pétrolières à ce moment-là. Le seul segment que je trouve personnellement intéressant est celui des MLP, à savoir les entreprises de pipeline qui transportent le pétrole et qui sont moins sujettes à la volatilité que les entreprises qui sont dans le segment d'exploration, de production et de raffinage. Mais il faut savoir que ce segment est très taxé pour nous Français, hein. J'ai eu un temps en portefeuille l'entreprise Enterprise Product Partners et je me suis fait laminer à la revente car j'étais pas au courant de ces taxes. Deuxième gros secteur dans lequel je ne veux plus investir, celui de la santé. C'est le troisième secteur le plus représenté dans l'ETF SP500 d'iShares, plus de 12% de l'ETF. On y trouve bien sûr des grandes entreprises pharmaceutiques hein, comme Eli Lilly, Johnson & Johnson, Merck, des compagnies d'assurance comme United Health, etc. C'est un secteur que je trouve un peu trop dépendant aux fameux brevets de ces entreprises pharma, hein. Donc ces entreprises doivent, pour commercialiser leurs médicaments, obtenir un brevet gouvernemental pouvant leur offrir l'exclusivité d'exploitation, hein. Donc ces brevets sont à durée limitée, en général la durée est de 20 ans. Et une fois arrivés à terme, des médicaments génériques copiant les précurseurs sont autorisés à être mis sur le marché. Par conséquent, les pharma doivent constamment investir dans la recherche et développement, hein, le fameux R&D que l'on retrouve sur les résultats comptables, et dans les acquisitions de petites entreprises plus innovantes. On peut prendre l'exemple du médicament le plus vendu au monde, hein, le Humira, produit par AbbVie, dont le brevet est arrivé à terme l'an dernier. Et c'est bien souvent sur une petite poignée de produits que ces entreprises font leur chiffre d'affaires. À la rigueur, je pourrais faire une exception pour la société danoise Novo Nordisk, qui est à l'heure actuelle la plus grosse capitalisation boursière européenne grâce au Wegovy, son médicament pour diabétiques dont les effets secondaires sont qu'il est aussi un coup fin. Une magnifique entreprise qui a un marché énorme à portée de main, mais qui est un petit peu trop surévalué à l'heure actuelle. Troisième secteur dans lequel je ne veux plus, et d'ailleurs dans lequel je n'ai jamais investi, celui des services aux collectivités, utilities en anglais. C'est un secteur qui est beaucoup trop lié à l'État, à mon goût. Les avantages sont évidemment une grande stabilité de revenus, car on est ici sur des services essentiels comme l'électricité, le gaz, l'eau. Mais à voir comment certaines entreprises de ce secteur sont gérées, hein. On peut prendre l'exemple d'EDF sur ces derniers mois. Investir dans ce type d'entreprise est selon moi se tirer une balle dans le pied. En plus de ça, les entreprises de services aux collectivités sont souvent très réglementées et notons également que des changements dans les politiques gouvernementales peuvent avoir un impact sur la performance globale de ces entreprises. Quatrième secteur, celui des banques et assurances. Alors, je ne vais pas réinventer la roue, hein. Si vous investissez, vous êtes au courant qu'investir dans ce secteur est assez difficile de par leur opacité et la complexité des produits financiers qu'ils vendent à leurs clients. Il est quasiment impossible de lire un rapport financier venant d'une banque pour l'investisseur lambda. Et depuis les dernières crises financières, nul besoin d'expliquer pourquoi de plus en plus de monde reste assez méfiant vis-à-vis de ce secteur. Je fais évidemment le distinguo entre les banques, assurances et les autres sous-secteurs du secteur financier. C'est le secteur où je suis personnellement le plus investi et notamment sur des entreprises de paiement comme Visa et Mastercard ou des agences de notation comme Moody's, etc. Cinquième secteur que j'évite à présent, l'immobilier. Tout d'abord, le secteur foncier est un secteur endetté de par son fonctionnement et bien trop dépendant au taux d'intérêt. C'est donc un secteur cyclique qui souffre depuis plusieurs mois en raison de la hausse de ses taux. Par ailleurs, les rates américaines sont dans l'obligation de reverser au moins 90% de leurs bénéfices en dividendes à leurs actionnaires, ce qui laisse très peu de marge de manœuvre dans l'allocation de leur capital. Il est donc très difficile de trouver de la performance dans ce secteur sur le long terme en raison de toutes ces contraintes. C'est surtout intéressant pour de la rente, hein. Ceux qui ont un gros capital de départ peuvent investir dans ce secteur en raison du fort rendement en dividendes par exemple. Et pour ceux qui veulent de la croissance, vaut mieux passer son tour. Si on regarde sur Dataroma le classement des actions les plus détenues par les grands investisseurs à l'heure actuelle, on trouve Google en première position. Les seuls dans le secteur de l'immobilier sont, il me semble, Simon Property et Realty Income qui sont très loin d'être les plus plébiscités. Mais je vous laisse méditer sur le fait qu'il n'y ait que ces deux entreprises à première vue. Et enfin, les 6e et 7e secteurs, ce sont plutôt des sous-secteurs, l'industrie automobile dans la construction discrétionnaire et les entreprises de l'aérien dans le secteur industriel. L'aérien est un secteur avec beaucoup de concurrence. Il est donc quasi impossible d'avoir un avantage concurrentiel sur ce type d'entreprise. C'est un secteur avec des coûts opérationnels assez élevés, comme le coût du carburant, les frais de maintenance. Puis on a vu aussi pendant la pandémie que ce n'était pas le secteur le plus résilient au signe noir. Quant au secteur automobile, c'est un secteur en pleine phase de transition vers l'électrique, comme on le sait. Donc je trouve qu'il est difficile de se projeter à long terme. C'est aussi un secteur comme l'aérien ultra concurrentiel. La seule boîte qui pourrait faire exception à tout ça, à mon avis, est Ferrari.
Ferrari, c'est presque plus du luxe que de l'automobile. Mais pour l'instant, je me tiens assez loin de tout ça. Voilà, au final, il reste à peu près la moitié des secteurs, hein. Personnellement, je suis surtout investi dans le secteur technologique, dans celui des paiements et des agences de notation, comme je l'indiquais plus tôt. Je ne serais pas contre de remettre des billes dans les autres secteurs, hein, sur d'autres entreprises du secteur industriel, de la conso courante ou de la conso discrétionnaire. Voilà, la vraie conclusion de tout ça est qu'il est plus important, selon moi, de se focaliser sur les business plutôt que les secteurs, en cherchant des entreprises avec de réels avantages compétitifs sur le long terme. Évidemment, tout ça n'est pas un conseil, hein, ce n'est que mon point de vue personnel. Je vous laisse là-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce vers le haut et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.